Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas, on est de retour. On est de retour à la maison pour un épisode. Alors là, pour le coup, on vous a dit ballon, main, corps. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi ballon, main, corps. Friandise, c'est comment? Ça va très bien, écoute. Un peu ému aujourd'hui de tourner cet épisode. Un peu aussi, on va dire, intimidé par l'invité, encore aujourd'hui. Mais vraiment un honneur d'être ici, encore une fois. Vraiment, comme on dit en anglais, grateful. Vraiment grateful d'être ici dans un lieu mythique qui nous a vraiment marqué toute notre jeunesse. Donc, mais ça va. Comme d'habitude, tu connais le personnage. Ouais, ça va. Ça va très bien. Franchement, t'es habillé pour la circonstance, mais toi, c'est habituel. L'aube. Q, c'est comment Q? Comment ça va? Ça va très très bien. Effectivement, s'il y a bien un épisode qui est spécial et particulier, je suis là pour beaucoup de raisons. Déjà, la genèse de l'épisode, du titre, de tout ça. On aura beaucoup à échanger, mais effectivement, il y a une saveur particulière à cet épisode. Déjà, de par la nature de l'endroit où on le tourne, et puis aussi de par l'importance que l'invité a pour nous tous à bien des égards. Donc vraiment hâte de s'y mettre. Ouais, franchement, après, pour pas répéter ce que vous avez dit, moi, je trouve ça spécial, bizarre, et comme Ricky l'a dit, le mot intimidant. Alors, vous savez, on a toujours dans Ballon Main Corps, vous avez l'habitude, on est là, on parle, on est tout excité, on est plein d'énergie. Aujourd'hui, c'est différent parce que c'est comme si, j'ai envie de dire, on dit souvent quand on est là, parce qu'on est à Clairefontaine, bien sûr, on est dans un endroit spécial à Clairefontaine, et on dit souvent quand on rentre à la maison, bah, on est à la maison. On est à la maison, on se sent à l'aise et on n'est jamais mieux que chez soi. Notre invité du jour qu'on va introduire sans plus attendre, et d'habitude, j'ai toujours plein de trucs, j'ai un atal à coups extraordinaire. Là, on va faire simple. Si aujourd'hui, on a le podcast que vous regardez, Ballon Main Corps, et vous me dites si vous êtes d'accord, bah, c'est tiré d'une citation. C'est tiré de l'esprit de quelqu'un, de l'esprit d'un homme qui nous a beaucoup marqué, qui nous marque toujours, pour qui on a énormément de respect, et ce que j'appelle aujourd'hui, et que je vais introduire comme le gardien du temple. D'accord? Donc sans plus attendre, et je vais vous laisser après vous-même, on va faire un round of applause pour monsieur Franck Raviot. Donc, t'as vu ça? Il le fallait. Non, il le fallait Il quand le même. fallait. Quand même, on a quand même une... Monsieur Raviot, comment allez-vous? Messieurs, Ricardo, Quentin, Sébastien, vous faites partie de cette histoire INF et vous faites partie de cette grande famille INF. INF un jour, INF pour toujours. Et je ne pouvais faire autrement que de répondre favorablement à votre invitation. C'est une invitation qui me touche à plusieurs égards. C'est un moment qui est empreint d'authenticité, de sincérité, parce que nous avons la même histoire, parce que nous avons partagé des moments ensemble. Vous étiez plus jeune, mais j'étais plus jeune aussi. Le temps a passé, les années se sont écoulées, mais les souvenirs sont ancrés et sont en vous, sont en moi, sont en nous. Je pense que lorsque l'on est un stagiaire de l'INF, eh bien, on ne peut comparer cela à rien d'autre, parce que l'on vit les mêmes émotions, parce que l'on vit les mêmes moments, même si nous ne partageons pas les mêmes années, même si nous ne faisons pas partie de la même génération. Mais lorsque vous discutez avec des stagiaires de l'INF qui sont plus âgés que moi, plus âgés que vous, eh bien, on se retrouve dans nos échanges, on se retrouve dans nos pensées, on se retrouve dans nos regards. Donc c'est pour ça que
les vôtres et le mien se croisent aujourd'hui et c'est avec un réel plaisir. Ça va être dur d'enchaîner après ça. Ça va ça va être dur. Non, c'est pas dur. Tu sais Non. quoi? C'est une bonne transition parce que je lui ai posé la question comment vous allez et sa réponse, elle a été une masterclass et il a donné un peu le ton de pourquoi on est là, de ce que ça représente. Mais moi, je vais lui reposer la question, d'accord? Comment vous allez, monsieur Ravieux? Je vais bien. Je suis encore aujourd'hui ici, là où vous m'avez quitté il y a quelques années, dans ce lieu sacro-saint qui est le Centre national du football de Clairefontaine, au plus près de l'INF, parce que je suis encore investi au sein de cette grande école qu'est l'INF, cette école de la vie. J'ai toujours une mission, une fonction auprès de l'INF, auprès des jeunes gardiens de but de l'INF, qui sont, je l'espère, les dignes successeurs de Quentin et de ses camarades gardiens de but. Je suis là parce que je suis pleinement épanoui dans mes fonctions, heureux dans mes fonctions ici à Clairefontaine. C'est un lieu auquel je suis viscéralement attaché de par son histoire, attaché de par les nombreuses et innombrables rencontres que j'ai pu faire, et puis attaché parce que je sais ô combien l'INF m'a apporté dans ma vie de jeune joueur, dans ma vie d'homme. J'y ai rencontré des personnes pour qui j'ai un respect incommensurable. J'ai rencontré des personnes qui ont été ou un formateur, Francisco Filio, ou un directeur, Claude Dussault. Je sais ce que je leur dois, je sais la main ou les mains qu'ils m'ont tendues très souvent, très régulièrement, et je sais qu'ils ont été un fil conducteur, un fil directeur de ma vie d'adolescent et même de ma vie d'homme. Et en cela, ma reconnaissance sera éternelle. Moi, j'ai une question que je pose toujours parce qu'on a dans ce podcast un intitulé bien précis pour les anciens INF. Et donc toujours, j'ai tendance à poser cette question parce que c'est très vrai pour moi. Maintenant, pour vous, ça va avoir une saveur encore plus précise. Qu'est-ce que vous a apporté l'INF dans votre carrière et qu'est-ce que vous avez ensuite gardé toute votre vie que vous avez appris ici? Elle m'a tout apporté. Cette école m'a tout apporté. Cette école, je lui dois, en complément, en supplément, bien évidemment, de ce que mes parents m'ont apporté, m'ont transmis comme valeur, comme éducation. Mais l'INF est devenue une deuxième famille à partir du moment où j'ai intégré cette école, cette structure. L'Institut national du football est devenu ma deuxième famille. Ma deuxième famille parce que les personnes qui en étaient ces illustres formateurs ou ce directeur m'ont tout de suite considéré comme un de leurs enfants, un des leurs, et m'ont permis de me mettre sur un chemin, le chemin de la vie, mais de la vie avec des rêves, avec des envies, avec des souhaits, avec des objectifs. Et ces personnes-là m'ont toujours dit la vérité, ne m'ont jamais menti. La vérité, elle est heureuse et joyeuse à entendre parfois, elle fait du bien. Et la vérité, quelquefois, elle heurte les consciences, elle ne fait pas plaisir, elle pique, elle blesse, mais elle construit. Et ces hommes-là m'ont donc aidé à me bâtir, à me construire en tant qu'individu, en tant que jeune joueur. Et j'ai encore aujourd'hui quelques
nombreuses années plus tard, quelques décennies plus tard, dirais-je, eh bien, j'ai encore des mots qui résonnent, j'ai encore des regards, et encore plus, faisant partie de cette maison, étant ici au quotidien, je me rappelle de moments partagés à tel endroit, sur tel terrain, je me rappelle de paroles reçues dans tel lieu du bâtiment, je me rappelle, voilà, je ne suis amnésique de rien, je n'oublie rien, et je me nourris de tout, et je me nourris de ces belles choses du passé. C'est pour ça que je vous dis que je suis effectivement viscéralement attaché à cette école. J'y ai passé 28 ans de ma vie. J'y ai passé 3 ans en tant que stagiaire. Et j'y ai passé, je vais terminer ma 25e saison en tant que formateur. Donc vous êtes forcément imprégné, imbibé, marqué à vie. Juste pour rebondir là-dessus, parce que nous le sommes aussi, d'où la raison de ce podcast, mais là c'est vraiment même pas à propos de nous, c'est plus pour comprendre le contexte. Comment se sont passées les 3 années INF? Ça a été un long fleuve tranquille, ça a été une réussite incroyable, parce que moi je me rappelle de petits moments, je me rappelle d'une fois un entraînement où vous étiez dans le but en train de démontrer quelque chose auprès des gardiens, et à monsieur Francisco qui disait « Ah, Franck c'est l'élégance, Franck c'est… » Et j'ai senti tout de suite un attachement pour la personne, mais là c'était pour le footballeur. C'était pour la technique. Il disait que vous étiez un gardien élégant. Est-ce que vos 3 années à l'INF, parce qu'en plus, je me rappelle aussi qu'il avait souligné que vous étiez son capitaine, est-ce que vos 3 années à l'INF ont été un long fleuve tranquille, et du fait de cette réussite footballistique, ça a été un endroit qui vous a marqué, ou il y a eu aussi des moments plus difficiles? À l'époque, nous étions en formation. Vous avez vécu la préformation, moi j'ai vécu la formation. C'est 3 années d'âge de 16 à 19 ans, où le recrutement s'effectuait sur tout le territoire national et les territoires départements d'outre-mer également, puisque j'avais des coéquipiers réunionnais dans ma promotion. Donc nous arrivions des 4 coins de la France. Après un concours d'entrée régional, qui était organisé au sein de nos ligues respectives. Et ensuite, les meilleurs des ligues qui avaient été retenus se retrouvaient pour un concours national ici à Clairefontaine. Nous étions, je crois, une trentaine de gardiens à avoir été retenus. Il y avait 150 joueurs environ. Et moi, j'arrivais de la région Bourgogne, j'arrivais d'un petit club amateur, où j'avais été très bien éduqué déjà dès mon plus jeune âge par des éducateurs passionnés, des éducateurs investis, des éducateurs bienveillants, de vrais éducateurs dans le sens noble du terme. Mais j'arrivais ici dans un univers incroyable. J'arrivais ici au Centre national du football, ici à Clairefontaine, le lieu de vie, le lieu de préparation de l'équipe de France, ici où l'INF avait pris ses quartiers après avoir déménagé de Vichy. Et je me disais, mon Dieu, mais quel challenge, mais mon Dieu, est-ce que je vais réussir le concours? Et le concours d'entrée s'est bien déroulé, s'est bien passé. J'ai été retenu parmi les 3 gardiens de but pour intégrer la nouvelle promotion INF. Nous avons donc intégré l'INF en 1989 avec mes coéquipiers. Et là, tout est devenu nouveau, tout est devenu différent, parce que j'ai découvert le prisme du haut niveau, à travers des formateurs expérimentés, experts, chevronnés, des formateurs qui avaient vu passer entre leurs mains un certain nombre de joueurs, et non des moindres, des joueurs devenus joueurs professionnels, des joueurs devenus internationaux. Mais je ne cache pas que j'ai été les premières semaines, les premiers mois en difficulté, parce que j'ai eu du mal à me familiariser avec les devoirs, les obligations d'un stagiaire de l'INF. Lorsqu'on est stagiaire de l'INF,
on peut avoir, comme tout à chacun, certains droits, mais on doit répondre à des devoirs, on doit se plier à des règles, on doit accepter un fonctionnement, un règlement. Et moi, j'étais un gentil provincial qui arrivait sur la pointe des pieds. J'étais un gentil provincial qui n'osait pas trop, qui hésitait un petit peu. J'étais un garçon quelque peu immature, gentiment naïf aussi. Et j'ai souvenir de quelques commentaires, de quelques paroles, de quelques propos de M. Francisco Filio, mon formateur, stigmatisant une gentillesse qui ne pouvait pas rester qu'une gentillesse, qui devait s'affirmer aussi pour assumer des responsabilités de gardien de but et m'affirmer en tant que tel. Et puis, après ces premières semaines, ces premiers mois, au mois de janvier, le 7 janvier 1990, lors d'un match de division d'honneur, parce qu'en première année, nous jouions en division d'honneur senior de la Ligue de Paris, en deuxième année en division 4, de la Ligue division 4 nationale, et en troisième année en division 3. Et ce 7 janvier 1990, lors d'un match de division d'honneur, je me suis blessé à la main contre Garges-Légonesse, à l'extérieur. Et j'ai fait une sortie aérienne sur un corner, et en voulant boxer le ballon de ma main droite, le ballon s'est fixé entre mon poing et la tête de l'attaquant adverse. Et donc, il y a eu un mouvement mécanique de mon pouce qui est venu s'écraser. Il devait rester une vingtaine de minutes, je crois, et j'ai ressenti une douleur extrêmement vive. Mais bon, ma main était protégée, dissimulée par mon gant, donc je ne voyais pas ce qu'il y avait sous le gant. Et je me suis dit, j'ai dû me faire une grosse entorse, j'ai très mal. Et à la fin du match, lorsque j'ai enlevé le gant, mon doigt était totalement sorti de la capsule. Et derrière, une fracture de la main a été constatée, et donc j'ai été éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. J'ai subi une intervention chirurgicale au niveau de la main pour réparation. Et je me suis retrouvé coupé du terrain pendant au moins 3 mois, je crois. Et bien évidemment, lorsque vous êtes blessé, et on l'a tous été, on s'interroge, on se pose des questions, on s'inquiète, on se demande si on va retrouver l'intégralité, en l'occurrence moi, de la main, de la mobilité de la main, si on va retrouver le terrain comme avant, si on va réussir à faire les mêmes gestes qu'avant. Et je m'interrogeais aussi sur mon avenir à l'INF, parce que rentrer à l'INF, c'est pas signer quelque chose qui nous garantit que l'on va rester 3 ans à l'époque, 2 ans aujourd'hui. Rien n'est écrit. Il faut prouver, il faut faire ses preuves, il faut montrer, il ne faut pas décevoir, il faut répondre aux attentes. Et au terme de cette saison, j'avais repris un petit peu l'entraînement quand même. J'ai été reçu par M. Francisco Filio et par M. Claude Dussault, dans le bureau de M. Dussault. Et avec crainte, parce que je ne savais pas ce qu'ils allaient me dire. Je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient me dire. Après une saison, première partie de saison où j'avais été insuffisant, j'avais été timoré, timide, inconstant, voire inconsistant. Et puis une deuxième partie de saison où la blessure m'avait éloigné des terrains. Et là, j'ai été reçu dans le bureau. Et ils m'ont fait la rétrospective de cette saison. Mais ils m'ont dit, écoute, la saison est terminée. Dorénavant, il faut se projeter sur une nouvelle saison. Ça a forcément éclairé mon visage. Mais ils m'ont dit, mais à partir de la saison prochaine, on attendra de toi certaines choses. Tu seras en responsabilité,
et tu seras aussi le lien entre ta promotion et nous, puisque tu seras le capitaine de ta promotion sur les 2 saisons à venir. Et là, leurs mots, leurs paroles, leurs regards ont eu une résonance incroyable en moi. Ça vous a transformé? Ça m'a fait prendre conscience que déjà ils croyaient en moi, qu'ils avaient confiance en moi. Ça m'a fait prendre conscience que la bonne personne avec des valeurs, eh bien, était reconnue, et que malgré les obstacles rencontrés, malgré cette première partie de saison tronquée, malgré cette blessure, eh bien, ils avaient foi en moi, et ils me donnaient les clés pour que, à partir du début de saison suivante, eh bien, je puisse m'exprimer et donner le meilleur de moi-même. Et c'est vrai que ça a eu un effet booster incroyable, incroyable. Donc non, mes 3 années n'ont pas été un long fleuve tranquille. La première saison a été délicate, difficile, voire douloureuse. Et les 2 saisons suivantes, eh bien, j'ai pu m'exprimer le mieux possible. Non sans difficulté certaines fois, non sans avoir des matchs compliqués d'autres fois, non sans avoir été mauvais à l'entraînement parfois. Mais cette confiance témoignée m'imposait, m'obligeait de ne pas les décevoir. Dans l'attitude, dans le comportement, dans la posture, dans la manière de m'exprimer, dans ce que j'allais dégager au quotidien, même vis-à-vis de mes potes de promotion, et bien évidemment, eu égard aussi aux adultes que je pouvais amener à croiser, à fréquenter ici à Clairefontaine. Bah voilà, ceci explique cela. Vous savez, non mais je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, j'ai parlé au nom de nous, qui vous avons connu en tant que coach des gardiens et surveillant, et vraiment figure intégrante. Pour moi, il y avait M. Merel, M. Francisco, M. Dussault et vous. Bah, vous avez toujours une posture et une manière d'être très adulte, pour vous dire, je connaissais pas notre différence d'âge. Et en fait, il y avait un gros point d'interrogation. Moi, je suis beaucoup dans les comportements. Je me suis toujours demandé d'où est-ce que ça vient. Parce que je sais qu'on a des appétences naturelles, on a j'appelle ça des programmations naturelles, mais je me suis toujours dit, on ne naît pas d'une certaine manière, on le devient. Et quand j'entends le récit que vous venez de faire par rapport à surtout votre première année, et à ce moment où vous étiez dans le bureau avec M. Dussault et M. Francisco, c'est comme si je me dis, quand je peux imager, c'est à ce moment-là où vraiment la programmation, elle était vraiment en marche, où je me dis, c'est un tatouage, on est en train vraiment de tatouer M. Franck Raviot à l'effigie des valeurs que nos aïeux, on va dire, nos aînés, vos aînés et nos aînés vous ont donné. Et en fait, pour moi, là, aujourd'hui, tout de suite maintenant, quand vous étiez en train de parler, c'est comme si je me disais, voilà, maintenant, là, j'ai la réponse à mes questions depuis des années. C'est comme si cette responsabilité d'être le garant des valeurs de l'INF, elle arrivait à ce moment-là. Elle est arrivée au moment où vous en avez, vous en tant que joueur, pas en tant que stagiaire, en tant que joueur, vous en aviez le plus besoin, cette confiance. Et on vous l'a donnée où c'était, j'imagine, quand vous rentrez dans le bureau en ayant manqué 6 mois de compétition, on s'imagine peut-être au pire. Et au final, on en ressort avec des responsabilités, avec une sorte de promotion, un rôle de capitaine qui fait que, est-ce que c'est pas à ce moment-là où vous vous êtes dit, ces valeurs, je ne les trahirai jamais, et quelque part, c'était peut-être votre destinée. Oui, et je crois que j'ai eu la conscience très vite, très tôt, très rapidement, de considérer à sa juste valeur, à sa juste hauteur, ce que pouvait représenter l'Institut national du football.
L'INF, c'est une école qui est née en 1972 à Vichy. C'est une école qui a été très vite, très rapidement, une école référence en France. C'est une école qui, de par ses résultats, de par ses performances, de par la qualité de ses très grands formateurs qui ont fait les premières années de l'INF et par la suite, a toujours imposé le plus grand des respects, a toujours imposé son autorité à travers le travail proposé et la grandeur d'âme de ses formateurs. Plus jeune, je suivais dans les journaux sportifs les performances de l'INF Vichy. Je regardais les résultats de l'INF Vichy. Et puis, ce jour où j'ai eu l'opportunité de passer ce concours d'entrée à l'INF, je me suis dit, mais cet espoir, ce rêve, il est presque inabordable, inatteignable. L'INF, pour moi, c'était ce qui se fait de mieux, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus... Et le fait d'intégrer cette école, d'être le jour de mon intégration à l'INF, intronisé comme un stagiaire de l'Institut national du football, ça m'a fait prendre conscience pleinement, totalement, d'une manière incroyable, de la fierté que je devais avoir de porter ces couleurs, de porter ce blason et d'être un petit frère des anciens qui étaient passés avant moi et qui avaient fait parler aussi bien de cette grande école qu'est l'INF. Et il y a eu ces mots, il y a eu ces paroles, et je me répète, mais envers ces formateurs-là, envers ces pères de famille-là, je me devais surtout de ne pas les décevoir. Alors effectivement, j'en oublie pas mes parents qui ont eu un rôle capital, fondamental, structurel, je n'en oublie pas pour autant ma famille, mais ils sont devenus, le jour où je suis arrivé ici, ma deuxième famille. Et je les ai considérés comme ma deuxième famille, comme je les considère toujours autant aujourd'hui et que je prends plaisir à les voir quand je peux les voir ou à leur parler au téléphone lorsque je les ai au téléphone. Voilà, ils font partie intégrante de ma vie. Je sais ce que je leur dois, je sais ce qu'ils m'ont apporté et je sais que si mon évolution a été celle-ci, certains de mes choix ont été ceux-ci, c'est parce que eux ont su trouver les bons mots, les bonnes paroles et les bonnes intonations. On ne pourra pas employer les mêmes mots ou le même récit pour exprimer aussi notre relation avec l'INF, mais je pense qu'il est le même. On a aussi cette attache viscérale à cet endroit. Alors même si on a pris des chemins différents, on a eu des carrières vraiment, je ne sais pas si ça se dit éclectique ou vraiment un peu exotique pour certains, on a toujours ce référentiel, ce retour aux sources qui est intéressant. Moi, je peux très bien le témoigner parce que j'habite littéralement à 5 km d'ici. Donc, c'est vraiment un lieu qui nous marque. Alors, je pense que là, on est au niveau des témoignages. Donc, forcément, c'est intéressant d'avoir le vôtre, monsieur, parce que ça prouve encore une fois qu'une institution, enfin, en tout cas, l'INF, elle a toujours su garder sa vraie définition. C'est voilà, la valeur institutionnelle, quoi. Qu'au-delà de l'aspect... si vous avez remarqué, on n'a pas parlé foot depuis le début, hormis sur la blessure de M. Raviot, mais hormis l'aspect tactique ou physique, hormis l'aspect entraînement, football, il y a cette transmission de valeurs et de comportement qui est important. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important ici, c'est vraiment l'ancrage des valeurs
C'est Pour, quoi le credo, le mantra de la génération 86, c'est quoi? Notre mantra? Qu'est-ce qu'on... notre credo, ouais, transmettre nos valeurs avec passion, bien, c'est Ouais, bien bah évidemment. voilà. C'est ça, c'est nos Ouais, c'est valeurs ça. avec passion, c'est tout ce qui est autour du football et voilà, et tout ce qui peut former un homme en fait. Donc avant de penser, alors bien évidemment, c'est le but premier de devenir professionnel, de pouvoir vivre de notre métier, notre passion. Mais avant toute chose, c'est vraiment d'avoir des valeurs fortes et pour devenir un grand homme dans le futur. Mais là où moi je tiens à saluer Franck, c'est que dans un monde de communication, dans un monde où les clubs, non mais Oh, bon, le non. côté précurseur, parce Non, que attends. là, quand Non, t'es à j'entends l'aise, hein. À l'aise. institution, institut 2 fois, institution 1 fois, je me rappelle que généralement quand il y avait un petit problème de comportement au niveau des gardiens, ils nous demandaient que veut dire l'INF. Et on disait institut, ils nous arrêtaient institut, c'est une institution. Et donc, maintenant, quand on regarde la narrative de tous les présidents de clubs, de tous les gens qui sont en charge de la culture des clubs, des termes qui sont un petit peu à la mode maintenant, nous, dès notre plus jeune âge, on nous disait il faut respecter l'institution. Et ça a été automatique pour nous. Quand on arrivait dans un... Je me rappellerai toujours, et je vous en parle souvent, quand je suis arrivé à Toronto, j'atterris, on m'emmène au dîner d'ouverture de la saison. Il y a littéralement 300 personnes dans la salle. Qu'est-ce que je fais? J'arrive, je serre 300 mains. Et de ce jour-là, les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est? Et dans ma tête, je dis bonjour, c'est le respect. Et après, je voulais pas. Et je pensais, c'est comme ça qu'on fait à l'INF. On salue, on considère les gens parce que c'est le respect de l'institution. J'arrive dans un nouveau club, je ne connais personne, je respecte l'institution, je salue tout le monde. Qu'il y ait 5 personnes dans la salle ou 300. Et il y a des moments comme ça. Je sais qu'à Atlanta, je me fais vachement chambrer parce que dès qu'il y a mes enfants qui arrivent au centre d'entraînement, c'est la paluche des fils Westberg. Et moi, je rigole. Elle est ferme. Elle est ferme. C'est le regard bien droit dans les yeux. Et tout le monde me demande, j'aimerais bien ça pour mes enfants. Et je suis sur le point de dire quelque chose. Je dis, c'est trop long, vous comprenez. Mais tu vois, quand tu dis ça, et je vais demander parce que c'est des choses qui nous marquent. On n'a pas parlé de football, on va parler de football un petit peu. Mais ça, la poignée de main de Monsieur Raviot quand il... Oh mince. Comment il nous serrait la main. En fait, mais ça te marque. Regarde-moi dans les yeux. En Angleterre, tu vois, parce que ma carrière elle est anglaise, c'est pas du tout à la mode. Tu rentres dans le vestiaire, ils viennent et s'asseyent. Ils disent, et nous, les Français, déjà les Français, et encore plus, pensionnaires de l'INF, on passe, et je me suis embrouillé avec des gens. Comment ça, tu me serres pas la main, tu me regardes pas dans les yeux? Déjà, mes parents m'ont donné cette éducation, mais à chaque fois que ça m'arrive, le seul visage qui me vient dans la tête, c'est le sien. En fait, regarde-moi dans les yeux, c'est comme ça. Et là, pour moi, c'est un échange de respect. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Regarde-moi dans les yeux. Et moi, je vous demande, maintenant, rétrospectivement, quand nous, on va parler un peu de notre génération, parce que vous étiez notre surveillant et l'entraîneur de gardien. Déjà, j'ai 2 questions. Comment vraiment, réellement, avec les années, Monsieur Oyamo Westberg, comment c'était pour de vrai, parce qu'on n'était pas toujours avec vous, et comment vous considériez par rapport à nous étant plus petits, par rapport à cette éducation, parce que pour moi, vous nous avez éduqués. Ouais. Pour corroborer, excusez-moi, monsieur, pour corroborer sa question, c'est quel était votre premier objectif nous concernant? Est-ce que c'était cette envie ou cette volonté justement de créer cet ancrage en nous, ou c'était simplement d'être présent, à veiller qu'on soit pas trop turbulent et strictement vous occuper des gardiens sur le plan technique? Vous aviez une mission première en fait? Il ne peut pas y avoir d'histoire sportive, d'aventure sportive, si la relation humaine, le rapport humain, les valeurs humaines ne sont pas un socle et une fondation construite et solide. À n'importe quel niveau, avec des jeunes en préformation, ou même plus petits, avec des adolescents en formation, avec des adultes et au haut niveau. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune aventure sportive qui peut être belle
si les liens humains, les rapports humains ne sont pas construits et solides. Le respect fait partie de celle-ci, et je dirais que c'est même la première de celle-ci. Le respect impose le respect. Si tu veux recevoir du respect, tu dois donner du respect. À partir du moment où nous nous donnons du respect, tout sera plus simple, tout sera plus facile, tout sera plus limpide et tout sera plus clair. Et je crois que l'un de mes souhaits, l'une de mes envies en tous les cas, effectivement, lorsque j'ai pris mes fonctions ici à l'INF, je sortais de ma carrière de joueur professionnel qui a été courte parce que j'étais une éternelle doublure, parce que après avoir été une éternelle doublure, l'éternel numéro 2 du numéro 1, eh bien, j'aspirais à autre chose, j'aspirais à jouer, j'aspirais à être numéro 1, j'aspirais à être titulaire. Mais mes prétentions ne pouvaient être que très modestes parce que je n'avais pas un CV de joueur qui me permettait de bousculer une hiérarchie et de pouvoir imposer quoi que ce soit. Et je vais faire une petite parenthèse, mais elle est importante cette parenthèse parce qu'elle nous ramène à M. Dussault. À la fin de mon contrat à Martigues, j'étais sur la fin de mon contrat à Martigues, mais je n'avais pas trouvé d'accord pour prolonger avec le club. Je me suis trouvé un petit peu en rupture de contrat. Je me suis posé des questions, beaucoup. Je pensais que les quelques contacts qui avaient été établis avec certains clubs allaient aboutir. Ce ne fut pas le cas. Donc j'ai participé à un stage ici à Clairefontaine, organisé par le syndicat des joueurs professionnels, l'UNFP. Un stage destiné pour les joueurs en rupture de contrat, en fin de contrat, et dans l'attente de pouvoir repartir, rebondir sur un projet club. Et donc je revenais à Clairefontaine 6 ans après mon départ, et j'avais gardé des contacts très irréguliers avec M. Dussault, avec M. Francisco, et là, les circonstances voulaient que je les retrouve ici, à Clairefontaine, lors de ce stage. Et j'ai croisé M. Dussault, et M. Dussault me dit « Mais tiens, tu fais quoi en stage avec l'UNFP, alors, ta situation ?» J'ai écouté ma situation. Je me pose des questions, je m'interroge, c'est pas simple, repartir en club pro, mais sans trop de garanties, je sais pas trop. Il me dit « Écoute, il faut peut-être te poser les bonnes questions. » Je me posais les bonnes questions, c'est-à-dire poser les bonnes questions. Il me dit « Oui, écoute, j'ai compris ce que tu m'as dit, mais peut-être que si les portes sont fermées, peut-être qu'elles vont se rouvrir, mais peut-être pas. » Oui, d'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que tu as commencé à passer tes diplômes d'entraîneur? Oui, j'ai commencé à en passer, oui. Bien. Et entraîneur, éducateur, formateur, c'est pas quelque chose qui peut... J'ai si. Quand j'aurai fini ma carrière, si. Moi, je sens que j'ai cet intérêt, cette curiosité, cette fibre. J'ai si. Elle me dit, écoute, passe tes diplômes. Ne tarde pas de passer tes diplômes, et tu réfléchis un petit peu, parce qu'il se pourrait que tu aies une opportunité, un jour prochain, il y aurait peut-être une possibilité pour toi d'intégrer un jour prochain un club ou une structure. Et l'INF avait en projet, avec la direction technique nationale, de créer un poste de formateur des gardiens de but. Mais il fallait que, en parallèle, je puisse passer des diplômes. Et donc, effectivement, tout en passant mes diplômes, tout en commençant à assumer un rôle de formateur des gardiens, M. Dussault m'avait proposé d'avoir aussi un suivi éducatif
auprès des stagiaires de l'INF, auprès de vous. Et lorsqu'il m'a présenté ce projet, cet intérêt, je lui dis ça me plaît, ça m'intéresse, même si j'étais jeune, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, mais je dis ça m'intéresse effectivement de pouvoir apporter quelque chose à ces jeunes, de pouvoir guider ces jeunes, de pouvoir conseiller ces jeunes, gardiens sur le terrain, mais ces jeunes en général aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé et voilà comment, effectivement, pendant un certain temps, eh bien, j'ai eu cette double casquette, en tous les cas lorsque vous étiez là, d'éducateur de vie et de formateur de gardiens. Donc c'est Monsieur Dussault qui vous a mis à la retraite, quoi. C'est Monsieur Dussault qui m'a, de par sa sagesse légendaire, sa réflexion, sa vision, m'a amené à me poser les bonnes Qui questions vous a recruté. et a permis effectivement mon intégration ici, validée par le très grand directeur technique national de l'époque, qui était Aimé Jacquet, qui était tout auréolé de son titre de champion du monde avec l'équipe de France en 98 et qui avait pris cette nouvelle fonction de DTN. C'était littéralement à l'époque où nous on rentrait à l'INF. Ouais. Ah oui. Tu vois. Ceci. Il y a tout Et qui... c'est moi, le puzzle se rassemble. Non, ça voilà, descend. le puzzle se rassemble parce que quand on se remémore surtout notre première année, ou même la deuxième, parce que moi j'ai fait que 2 ans, bah, l'intensité et pas le sérieux, ça on le sait, avec laquelle il nous éduquait, en fait je me disais, mais attends, moi je me posais des questions, je me disais, mais ce monsieur, comment ça se fait qu'il est aussi investi? Parce que j'ai rarement vu, en fait j'ai pas vu de faille, j'ai pas vu de laxisme, au fur et à mesure, et cette rigueur, aujourd'hui, je nous vois, nous, entre nous, comment on est, même des fois, avec nos enfants. Des fois, je rigole, même ma femme, des fois, elle me dit, mais attends, mais toi, je sais qu'au quartier, mais cette rigueur très pointilleuse, ça vient d'où? Et je parlais avec mon petit frère, un de mes petits frères, il m'a dit, mais c'est parce qu'il venait souvent nous chercher, il me dit, mais vous, là, en fait, votre secte, il appelle ça la secte. Il a dit, vous êtes tous rigoureux, pareil. Enfin, en fait, cette rigueur, mais ça vient. Je dis, bah. Oui, elle est devenue naturelle. Et c'est aussi ce qui nous a aidé en centre de formation. Bon, alors, attention, hein, ça n'a pas marché sur tout le monde. Hein. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui n'ont pas su prendre le pli et puis qui ont pas réussi à percer. Mais en tout cas, moi, de mes souvenirs, surtout concernant notre génération, d'autant plus qu'on était avec Monsieur Dussault, on a eu naturellement, encore une fois, cette éducation, cette discipline qu'on a ensuite portée avec nous en centre de formation. Moi, je sais que quand je suis arrivé au Racing, à Strasbourg, c'était beaucoup plus simple pour moi d'enchaîner les entraînements, d'être régulier et ponctuel, bien sûr. Et pour le coup, ça m'a permis, de fil en aiguille, de pouvoir intégrer le groupe professionnel. Pas forcément grâce à mes qualités footballistiques, mais surtout pour mon sérieux, ma rigueur et ma fiabilité, si je peux le dire ainsi. Et je pense que c'est ce qui nous a vraiment servi pour intégrer le monde pro. C'est vraiment cet ancrage-là qu'on a eu ici. Et des jeunes talentueux, on en a connu, on en a vu passer, vous en avez croisé durant votre carrière de joueur, des joueurs certainement très talentueux, beaucoup plus talentueux que vous, mais qui ne peuvent pas se gargariser à la fin d'avoir eu une aussi belle carrière que la vôtre. Le talent ne suffit pas. Seul le talent ne permet pas tout. Il faut que ce talent ou ces aptitudes, ces qualités, elles soient associées, elles soient mixées avec autre chose. Et ce mix, il vient des valeurs, de ce rapport au travail, pas n'importe quel travail, au travail bien fait, au travail bien réalisé, au respect de son travail,
au respect d'autrui, au respect des consignes, à cette volonté d'adhérer aux conseils, aux recommandations de ses éducateurs, de ses formateurs, de ses entraîneurs, être en capacité effectivement de se fixer des objectifs avec sérieux, avec discipline, de ne pas se mentir à soi-même. Tout le monde a envie du plus, du mieux, tout le monde a envie d'être le meilleur, tout le monde a envie de tutoyer les étoiles, tout le monde. Mais qu'est-ce que je fais pour cela ? Qu'est-ce que je fais pour cela ? Qu'est-ce que je mets en place pour cela ? Qu'est-ce qui va me permettre, à un moment donné, d'être meilleur et plus performant que celui qui est juste à côté de moi ? Et donc, dès le plus jeune âge, lorsque l'on réussit à intégrer ces données-là, eh bien, ça nous permet de mieux avancer, de mieux travailler et de progresser davantage. Celui qui se complaît, celui qui se suffit, celui qui fait preuve d'égocentrisme, de nombrilisme et qui a une haute estime de lui-même et qui fait le strict minimum, celui-ci, tôt ou tard, il ne passera pas. Celui-ci, tôt ou tard, il ne gagnera pas. Celui-ci, tôt ou tard, Ça bloquera. Ouais. ça bloquera et il sera dépassé par les autres. Donc effectivement, eh bien vous aviez du talent, des aptitudes, des qualités, plus ou moins que les autres, mais vous avez réussi grâce à l'INF, en partie grâce à l'INF, à intégrer tout ce qui vous a été transmis, tout ce qui vous a été donné, et qui, aujourd'hui encore, dans la vie de tous les jours peut-être, vous anime. Voilà. Moi, il m'anime aujourd'hui encore dans ma vie de tous les jours, eh bien, ces mots qui résonnent, ces phrases qui résonnent, et qui datent il y a plus de 30 ans pour moi. Non ? Non, mais Non, mais alors, maintenant, est-ce que vous savez, votre coup de pied, il était légendaire. Non, mais je voulais rentrer dans le technique. rentrons très dans bien. le technique, parce Ouais. il y a beaucoup de. Je pense que pour faire un homme, pour faire un joueur de foot, j'ai dit souvent dans mes interventions que c'est pas le joueur qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le joueur. Si on parle du joueur, aujourd'hui, vous avez une carrière. Vous avez eu votre carrière, parce que pour moi, il y a pas de. Ça a duré le temps que ça devait durer. Vous avez embrayé avec la suite logique. Pour moi, c'est ce qui était écrit pour vous. Mais alors, nous, on s'entraînait pas avec vous. Des fois, non, j'ai encore une vidéo à la Clairefontaine quand vous nous faisiez, on jonglait, après on mettait des reprises de volée. Tu vois, je l'ai gardée parce que c'est la seule où je suis techniquement bien. Tu vois, où je marque. Et je dis, très bien, Sébastien. Ça, mes enfants, tu vois, j'étais là, je dis, ah ouais. Et t'avais mis la plus belle volée. Oui. En plus, tu vois, je sais. Non, Ouais, mais c'est pas étonnant. Non, pas, mais si, étonnant. Ricky, le milieu droit. Mais L'ailier droit. Attention, maintenant, nuance. techniquement Exactement. parlant, vous aviez un coup de pied, vous avez toujours, je pense. Où est-ce que cette finesse pour la technique, d'où ça vient? Enfin, est-ce que c'est super important? Est-ce qu'aujourd'hui même, que ce soit avec les petits ou avec les pensionnaires, avec l'équipe de France, est-ce que la technique pour vous, c'est la base de tout? C'est une question à laquelle moi j'ai ma réponse, mais Un peu pour les gens- rhétorique. Ouais. Hein? Une question un peu rhétorique. Est-ce que la technique, c'est la base de tout pour vous? Mais parce qu'on est confronté à des gens aujourd'hui dans le football, on se sent, nous, incompris. On parlait avec, que ce soit avec son frère ou avec Thierry Henry. On se comprend entre nous. Mais on est un peu des ovnis, des fois, pour le monde extérieur. Cette technique-là, aujourd'hui, comment vous voyez ce QI football? Voilà. C'est ça le terme. Le QI football, aujourd'hui, c'est quoi pour vous? Et la relation au ballon, si elle n'existe pas, elle ne peut pas faire le footballeur. Si Vous répétez, la s'il vous plaît. relation au ballon, elle n'existe pas, elle ne peut pas faire le gardien de but. Le ballon, c'est le centre de l'existence d'un footballeur. Le ballon, si on n'a pas un rapport avec lui affectif,
docile, le ballon, il s'éloigne de nous. Le ballon, il nous fuit. Le ballon, il ne veut pas qu'on l'appréhende comme on a envie de l'appréhender. Et je crois que ça a été, et c'est encore aujourd'hui, un des leitmotifs à l'INF. Le joueur doit rentrer en contact avec le ballon lorsqu'il arrive à l'INF et être en capacité de sortir de l'INF en ayant un maximum d'outils qui lui permettent de s'exprimer le plus sereinement possible, avec le plus de confiance possible, avec le ballon, en situation technique et dans le jeu. Et la technique, c'est pas uniquement un rapport au ballon, c'est aussi le développement d'aptitudes mentales qui permettront, je me répète, non pas de faire des choses, de bien faire des choses. Tout le monde sait faire des choses. Tout le monde ne sait pas bien faire, bien réaliser et bien maîtriser les choses. Et l'objectif, il est là. Et pour moi, l'aspect technique et mental sont indissociables. Grâce à la technique, il y a le mental. Grâce au mental, il y a la technique. Donc voilà. Et bon, si je reprends effectivement ce qui fait aujourd'hui nous rencontrer et ce qui est ce fil conducteur de votre histoire commune, ballon main corps, bah effectivement, c'est un très beau clin d'œil, c'est un très bel hommage et j'en suis particulièrement touché et honoré. Mais à travers ces 3 mots, il y a tellement de choses, il y a tellement de lignes à écrire, il y a tellement de moments à partager parce qu'ils sont significatifs, révélateurs et symptomatiques effectivement de ce qu'est le football, de ce qu'est notre football. C'est pour cela qu'on a fait plus de 100 épisodes ballon main corps, parce que tellement de choses à dire avec ces 3 mots corrélés, ça veut tout dire en fait. C'est Mais marrant comment les gens ne peuvent pas comprendre, comment les gens ils comprennent pas tout ce qu'il y a en dessous. Petite question, après vous continuez. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils dorment aussi encore avec leur ballon, comme nous on avait leur ballon dans notre chambre? Ouais, alors aujourd'hui, les ballons sont stockés dans les vestiaires. Il y a des endroits pour que le matériel pédagogique soit précisément déposé, les ballons, les gourdes, etc., etc. Donc ce n'est plus le cas. Mais vous savez, le message que je porte humblement aujourd'hui, c'est le même que je portais humblement hier. Parce que ne pas porter le même discours, ne pas apporter les mêmes mots, ne pas transmettre le même savoir ou la même philosophie, même si le mot est un peu pompeux, eh bien, ça serait me travestir et ça serait me dédire. Et quelque part, ça m'est totalement impossible parce que je crois, l'expérience faisant, les années passant, et effectivement, je suis moins jeune aujourd'hui que je l'étais hier, donc j'ai un petit peu plus d'expérience. Je suis intimement convaincu que tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été construit depuis tant d'années par l'INF, eh bien, c'est la bonne direction et c'est la direction qu'il faut suivre auprès de jeunes qui sont en pleine construction, en pleine mutation. Un formateur, il fait passer un message. Un formateur, il fait passer des messages. Mais des messages qui ont une résonance inouïe auprès d'un jeune. Preuve en est, je me rappelle des mots que j'entendais à 16 ans. Vous vous rappelez des mots que vous entendiez quand vous étiez à l'INF. Et le formateur, c'est un messager, c'est un bâtisseur, c'est un transmetteur, Un professeur. c'est un veilleur permanent.
Et lorsque l'on a autant de responsabilités, déjà être formateur c'est une vocation, c'est un sacerdoce, lorsque l'on a autant de responsabilités avec les jeunes, on ne doit pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que l'impact que l'on peut avoir envers les jeunes est considérable. Nous, on croit en tout cas que dans le football, surtout à l'INF, il y a des valeurs qui sont immuables, qui ne doivent pas changer. Alors, nous, on était ici début 2000, on est en 2024. Vous pensez la même chose aujourd'hui, que ces valeurs-là sont immuables? Ou alors peut-être que en matière de transmission, peut-être que la forme change, mais que le fond reste? Ou alors vous restez fidèle à votre ligne directrice parce qu'on le sait, hein, les générations changent. Tout change. Ouais, La vie change. Les jeunes la société change. Ouais. La société évolue. Le monde évolue. Le monde se transforme. Il y a une mutation, une transformation qui va dans le bon sens ou pas. Ça se discute, ça se débat. Mais même si les mentalités ont évolué, même si les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus les jeunes que vous étiez, même si les pôles d'intérêt de certains aujourd'hui ne sont plus les vôtres hier, même si l'environnement autour de ces jeunes aujourd'hui n'est pas le même que celui qu'il y avait autour de vous hier, même si beaucoup de choses, je pense qu'il y a des rails sur lesquels il faut être, qu'il y a des chemins qu'il faut emprunter et qu'il y a des choses qui sont indiscutables, non négociables et qu'il ne faut pas se tromper justement de message. Et le message qui a été transmis depuis tant d'années, depuis tant de décennies ici à l'INF, c'est un message qui est un message de foi, de force et de flamme. Et nous, ce que l'on doit transmettre à ces jeunes, c'est autant la foi que la force que la flamme, mais avec aussi une totale sincérité. Je vous le disais tout à l'heure, certains enfants n'acceptent pas, certains parents n'acceptent pas d'entendre des vérités. Mais je ne vais pas mentir parce qu'il faut mentir et ne pas dire la vérité. Je dirai toujours la vérité telle qu'elle est, la réalité de ce qu'est aujourd'hui ce système, ce football et le fonctionnement d'un environnement tel qu'on le connaît. Voilà, c'est dans l'intérêt du jeune, c'est pour le jeune, parce qu'un formateur, il est là pour accompagner, pour guider, pour transmettre le mieux possible tout ce qu'il a à transmettre aux jeunes joueurs et aux jeunes individus. Techniquement, quand même, il disait, attention Quentin, couche-toi plus vite, sinon je frappe plus vite, je frappe plus fort. Je frappe plus vite et je frappe plus fort. Non, mais complètement, moi ça m'a servi parce que dès le début, moi j'avais un comportement et j'avais une attitude qui tendait naturellement vers la rigueur, vers le travail, et donc ça a été assez facile pour moi de m'imprégner de toutes ces valeurs, même si j'avais besoin qu'elles soient validées pour moi, parce que de temps en temps, tu lèves la tête, et je dirais que c'est encore plus pour les jeunes maintenant. Maintenant, dire qu'on est discipliné, c'est tout de suite qu'on n'est pas marrant. Maintenant, dire qu'on est rigoureux, c'est tout de suite qu'on est vraiment très très rigide. Vraiment... Mes enfants ils disent que t'es un geek. Non, tu comprends? Ouais. Et c'est un truc où, pas du tout. En fait, de bien faire les choses, c'est une raison d'être, c'est une raison de vivre. Et effectivement, plus on le comprend tôt, plus ça nous sourit plus tard. Et donc, quand tu parles de la technique, très rapidement, je l'ai compris ce message. Et donc, quand je suis arrivé à Troyes, la première chose que Nicolas Déon me dit au centre de formation à 16 ans, je dis Quentin, toi, il faut que tu passes les caps maintenant. Techniquement, tu as des fondations qui ont été... Et ça me fait rebondir sur la question. Maintenant que nous, on réalise, c'est vrai que quand on fait le calcul, vous aviez 26 ans quand on intègre l'INF. Comment? Parce que sincèrement, j'ai l'impression d'être intentionnel, il y a plein de choses, la vision et tout, mais comment vous, à 26 ans, vous étiez déjà aussi sûr de votre fait par rapport à la transmission que vous alliez avoir envers nous? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, c'est comme si on me faisait un rafraîchissement. Mais tout ce que vous dites, je l'ai déjà entendu.
Mais ça vient, quand on y repense, de Franck Raviot à 26, 27, 28 ans. On vous a assis dans une salle et on vous a dit, voilà les valeurs. Ce sont des valeurs que vous avez vécues, qu'on vous a véhiculées quand vous étiez enfant. Mais sincèrement, c'est quand même un travail que vous êtes fait, ou c'est à force d'y penser, ou à force de vivre par ces valeurs que vous dites, c'est comme ça et pas autrement? Déjà, je n'avais pas hier, j'en ai pas aujourd'hui, j'en ai peut-être encore moins aujourd'hui, je n'ai jamais eu de certitude. Je n'ai jamais eu de certitude. Je pense qu'avoir des certitudes, c'est soit une forme d'inconscience, soit une forme de... Présomption. Ouais, ou un manque de lucidité. Mais vous avez des convictions. Des convictions, des orientations, des perceptions, un ressenti, mais jamais de certitude. Ensuite, je crois que ce qui m'a été donné, ce qui m'a été transmis, mon éducation, je me répète, mais elle est fondamentale, elle est essentielle. Celle de mes parents, celle de mes tout premiers éducateurs, celle de mes grands formateurs de l'INF, ont été des sources d'inspiration très très fortes et m'ont convaincu quant au bien fondé et tout ce qui m'a été transmis était argumenté et justifié. Ce n'était pas que des mots. À côté des mots, on mettait des faits. À côté des mots, on mettait des images. À côté des mots, on ne voulait pas me convaincre pour me convaincre, mais on voulait susciter chez moi une réflexion. On voulait m'interpeller, on voulait me questionner. On est tous différents, tout à chacun. Chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a sa culture, chacun a ses fondations. Mais moi, en tous les cas, j'ai toujours cherché à comprendre et j'ai toujours porté beaucoup d'intérêt sur ce que je faisais. J'ai jamais été un consommateur, même jeune, même à l'INF. Lorsque, et c'était M. Francisco à l'époque qui animait les séances spécifiques, parce qu'il n'y avait pas d'entraîneur spécifique lorsque j'étais en formation à l'INF, je voulais comprendre pourquoi. Et je voulais savoir pourquoi tel exercice à tel moment. Et je voulais comprendre pourquoi il me disait de faire ça, mais pas ça. Lorsque, avant les matchs, lors des consignes avant les matchs dans le vestiaire, M. Francisco nous donnait des lignes directrices, je voulais comprendre pourquoi. Ça m'intéressait de comprendre pourquoi. Ça m'intéressait de comprendre pourquoi, parce que les appliquer bêtement et naïvement, ça n'avait pas de sens. Et puis, ces sources d'inspiration, ces personnes, les personnes qui ont jalonné ma vie, mon adolescence, ma prime adolescence, mon adolescence et mon début de vie dans le monde adulte, m'ont amené à me poser les bonnes questions. En tous les cas, à me poser des questions. Et c'est ce qui a fait peut-être, certainement, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais c'est ce qui m'a fait mûrir vite. C'est ce qui m'a donné un gain de maturité peut-être plus rapide que les autres. Cette capacité de réflexion, d'analyse, ont été un atout. Mais l'analyse, la réflexion, seuls ne font pas le joueur, ne font pas le formateur. Il faut aussi de la créativité, il faut aussi de l'instinct, il faut aussi quelque chose. Et voilà, et j'ai croisé durant ma carrière aussi des personnes, et une personne qui était pour moi un maître, un modèle, une idole de jeunesse, c'était Bruno Martini. Et Bruno Martini qui avait tout, avec un T majuscule, du grand professionnel, avec un P majuscule. Et voir la carrière de Bruno,
voir la constance de Bruno, voir le respect qu'imposait Bruno, voir la loyauté qu'avait Bruno, voir l'intégrité intellectuelle qu'avait Bruno, m'ont clairement renforcé sur ce qu'il faut faire, ce que l'on doit avoir pour être un homme. Pour être un homme. Et au-delà du joueur que Bruno pouvait être, et au-delà de l'homme qu'il était, mais voilà. Et je crois qu'il y a eu effectivement ces sources d'inspiration, ces sources d'influence. Après, je n'ai pas voulu faire du copier-coller, je n'ai jamais voulu être l'un ou l'autre. J'ai fait en sorte de rester moi-même, mais moi-même en prenant le meilleur des autres. Du coup, vous avez tout fait. Parce que c'est une belle transition, parce que c'était ma principale question. Je voulais savoir comment vous arrivez à jongler votre rôle d'éducateur, de formateur à l'INF. Et aujourd'hui, vous êtes coach des gardiens de l'équipe de France. Vous êtes limite un coach adjoint dans l'équipe de France. Vous avez un rôle différent, j'imagine, du rôle que vous avez à Clairefontaine. Donc comment vous arrivez à combiner les deux finalement? Déjà, je suis un Champion du monde. passionné. Oui. Oui. Non, Ouais, mais déjà. j'attendais un champion du... Pardon. Déjà, je suis un passionné et je crois que ce sont des fonctions où il faut être profondément passionné. Un passionné, c'est quelqu'un d'investi. C'est quelqu'un qui ne compte rien, qui ne compte pas son temps, qui ne compte pas sa présence, qui ne calcule pas son investissement. J'aime profondément ce que je fais. J'aime profondément cet accompagnement auprès des plus jeunes. J'aime particulièrement cette période aussi de vie qui est l'adolescence où eh bien, on doit aider à construire, aider à façonner, aider à développer, et puis on doit donner envie d'avoir envie. Vous connaissez cette expression? Vous savez qui a chanté? On va pas chanter, sinon on va devoir des Bon. droits d'auteur. Il y a des royalties. Mais j'aime bien cette formule, c'est donner l'envie d'avoir envie. Donner l'envie d'avoir envie d'apprendre, de comprendre, de chercher, d'être curieux, d'être... et le formateur, c'est ça. C'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui pose pierre après pierre les fondations. Et c'est difficile, parce que les pierres, il faut bien les poser, parce qu'il faut que la fondation, elle prenne forme, il ne faut pas qu'elle soit instable, parce que donner les bonnes habitudes, c'est mieux que de casser les mauvaises habitudes. Donc il vaut mieux donner très tôt, très vite, très bien, de bonnes habitudes aux jeunes adolescents. Et puis effectivement, il y a l'autre fonction qui est d'entraîner, d'accompagner dans l'entraînement, d'accompagner dans la préparation et d'entraîner pour amener à la performance le jour J. Le jour J, ça peut être un samedi, ça peut être un dimanche, ça peut être un lundi. Mais ce jour J, il faut être prêt, il faut performer, il faut être efficient, il faut être efficace, parce que c'est la performance, c'est le résultat, c'est la victoire qui prime avant tout et qui rend légitime. Voilà. Mais effectivement, ce sont deux messages distincts, ce sont deux approches distinctes, mais le fond, le cœur, c'est le même. Le cœur, c'est le même, parce que le cœur doit battre de la même manière, parce que le cœur doit être régulier de la même manière. Voilà, donc il y a des différences et des similitudes à la fois.
Mais quand même, moi, je suis le perturbateur. Non, on a soulevé la coupe quand même, monsieur. En fait, quand je vous vois, moi, vous êtes mon surveillant, entraîneur, figure un peu paternelle. Mais quand je vous ai vu, pour moi, c'était en fait, on vit à travers vous et à travers d'autres joueurs qui sont passés aussi par la même école. Mais encore, vous, c'est encore différent des joueurs qu'on n'a pas côtoyés. Vous, on vous a côtoyés, vous nous avez fait pomper, vous nous avez fait tourner, vous nous avez entraînés. Mais quand on vous voit soulever la coupe, quand à chaque rassemblement, on va sur les réseaux, on vous voit accueillir les joueurs, je pense qu'on vit un peu par procuration. Et aujourd'hui, moi, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous vous dites, je sais que vous êtes très humble, mais que quand vous regardez rétrospectivement votre carrière, à tous les niveaux, bah, comme on dit en anglais, what's meant to be, ce qui devait arriver arriva. Pour moi, vous êtes au bon endroit, à la bonne place. Je peux pas voir quelqu'un d'autre à ce niveau-là parce que c'est ce que vous avez fait depuis vos, je sais pas, 16 ans au final. Ce que vous faites même en équipe de France aujourd'hui, dans le staff, en tant qu'entraîneur. Est-ce que vous avez une fierté particulière dans ce monde du football d'aujourd'hui d'être à cette place-là? C'est très philosophique, ta question. Je sais, mon père il m'a bien éduqué à ce niveau-là. La fierté, je pense, c'est d'être resté moi. C'est pas simple de rester soi. Parce que l'on évolue, parce que les choses de la vie font que l'on peut changer, que l'on peut devenir différent, que l'on peut devenir moins bien, que l'on peut devenir moins sympa, qu'on peut devenir moins clean, que l'on peut devenir plein de choses. Et je pense que l'une de mes plus belles fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir su rester moi-même et d'être en paix avec moi et de pouvoir me regarder chaque matin et chaque soir dans mon miroir en me respectant moi-même. J'ai pas tout bien fait, j'ai fait des erreurs comme tout à chacun, j'ai pris de mauvaises décisions comme tout à chacun, j'ai fait de mauvais choix, mais j'ai fait en sorte de rester respectueux, loyal et honnête. Je pense que ma vie professionnelle a été faite d'étapes, de paliers. Je n'ai jamais voulu bousculer qui que ce soit, je n'ai jamais voulu faire tomber qui que ce soit. Vous savez, en 2010, il y a eu un épisode que tout le monde a connu ou suivi avec la Coupe du Monde en 2010, qui a été douloureux, qui a été forcément désagréable, et qui a eu des conséquences puisque Bruno Martini, qui était en fonction, en poste, dans le staff de l'équipe de France, eh bien, a été amené à quitter son poste d'entraîneur des gardiens. L'histoire a voulu que je lui succède parce que Laurent Blanc m'a intégré à son staff et j'ai intégré donc le staff de Laurent Blanc à la place de Bruno Martini. Et Bruno Martini, c'était mon idole de jeunesse, c'était ma référence de jeunesse, c'est devenu un collègue de travail, c'est devenu un ami et c'est devenu plus qu'un ami. Eh bien, la première personne que j'ai appelée quand j'ai su que j'allais rencontrer Laurent Blanc pour échanger sur un éventuel projet dans son staff, c'est Bruno Martini. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas en être autrement.
Pourquoi? Parce que je me devais en totale transparence, en totale honnêteté, d'informer Bruno que j'allais rencontrer le futur sélectionneur pour peut-être, ou pas, mais pour peut-être m'inscrire sur un projet dans son staff. Et je crois que dans un monde où les rapports humains, les relations humaines sont souvent faussées, elles sont aseptisées, elles sont artificielles, elles sont superficielles, elles sont hypocrites. Il y a une grosse connotation négative dans tout ce que je dis, mais c'est malheureusement la triste réalité. Eh bien, je veille à ne pas tomber dans cet écueil-là et je veille à ne pas tomber dans ce fossé-là. Parce que je suis intimement convaincu que l'on vit beaucoup mieux et beaucoup plus sereinement les uns avec les autres lorsque l'on peut se regarder dans les yeux et lorsque l'on peut se donner une poignée de main sincère. Donc voilà, la fierté, l'une des fiertés, c'est celle-ci, c'est d'avancer dans la vie avec respect envers moi-même pour pouvoir avoir du respect envers les autres. Et puis après, il y a la fierté professionnelle, effectivement, d'avoir et de pouvoir vivre de manière très privilégiée, en étant très, très honoré et avec un bonheur inouï, ce que j'ai pu vivre et ce que je peux vivre, effectivement, avec cette victoire d'une vie pour l'éternité qui est ce titre de champion du monde partagé avec les joueurs, parce que ce sont les joueurs qui sont champions du monde. Le staff y a œuvré, Didier Deschamps encore plus en tant que grand sélectionneur qu'il est, mais bon, forcément, par répercussion, le staff, nous sommes aussi champions du monde. Par répercussion seulement? Non, mais après, il faut savoir, vous savez, la réussite d'un joueur, elle lui appartient. La réussite d'un joueur, c'est sa réussite à lui. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut jamais s'approprier la réussite ou la performance d'un joueur, mais toujours s'associer à ses difficultés ou à son échec. Après, mais comme vous l'avez dit, vous êtes aussi responsable de sa performance, de sa préparation pour être prêt justement à ce fameux jour J. Oui, donc vous avez aussi une grande part dans ce succès quand même. On peut avoir une petite part dans sa réussite ou une grande part dans son échec. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être mesuré, il vaut mieux être réservé par rapport à cela. Il faut pour nos petits qui veulent aller éditer, on appelle ça des jams. Faut l'écrire quand ça va être sorti. Vaut mieux avoir une petite part dans sa réussite qu'une grosse part dans sa... Je vais vous voler toutes ces phrases, je vous le dis, je vais les réutiliser. Prenez copyright, droit d'image, droit d'écriture. C'est estampillé INF, on peut se servir. Franchement, sincèrement. C'est bon. Mais alors, maintenant, pour un peu, on va dire, finir, aller un peu vers la fin, on est là. Dans ce, comment vous appelez ça? Ce sacro-saint? C'est un lieu sacro-saint. C'est un lieu sacro-saint. D'accord, c'est un lieu qu'il faut sacraliser et qu'il ne faut surtout pas banaliser. Première fois pour moi que je rentre au château. C'est la première fois. Ça veut dire que quand j'étais pensionnaire, et je parle pour moi, ça veut dire que c'est un peu comme un endroit, un peu comme quand à l'Angleterre, la royauté, la monarchie, ça reste un peu très fictif. C'est un lieu saint. On rêve d'y aller, mais on n'y a pas vraiment accès. Aujourd'hui, presque 25 ans après que j'ai été pensionnaire ici, je rentre ici. Et au moment où je suis rentré dans ce château, je me suis dit, ah ouais, enfin. C'est la première fois. Je suis resté devant, sur les marches, j'ai pris des photos avec... Et je suis content de le vivre avec mes deux frères d'armes, mes frères. Encore plus vous. Bon, vous, c'est normal. Mais c'était pour vous dire que, pour moi, personnellement, surtout qui n'ai pas vécu la 3e année, parce que souvent les gens ils me demandent, t'as pas un peu d'amertume, vraiment?
de colère, parce que tu n'as pas vécu comme les autres, on t'a viré, les termes. Et là, maintenant, pour être ici, tourner cet épisode de ballon main-corps, et je leur ai toujours dit, et je le redis encore plus aujourd'hui devant là. Franchement, et je leur ai dit merci. J'ai même dit merci à M. Dussol de m'avoir fait partir. Mais et à vous, parce que dans tous les cas, je pense que c'est un juste retour des choses que de se retrouver ici, à nos âges, à la retraite de M. Westberg. Donc, non, c'était même pas une question, c'est juste un commentaire, parce qu'on est dans une discussion. Il faut surtout, et je crois que tes propos ont une résonance, il faut apprécier, savourer et ne jamais banaliser ce qui est beau et exceptionnel. Et tu viens de le dire, effectivement, c'est un lieu particulier, c'est un lieu empreint de mystère, peut-être, d'histoire surtout. Il s'est passé tellement de choses ici, il s'est préparé tellement de matchs, tellement de compétitions, tellement, voilà, chaque lieu du château a son histoire, chaque lieu du château a ses anecdotes, et je crois que c'est aussi la morale, ou une morale de vie, c'est que chaque moment que l'on est amené à vivre, chaque moment que l'on est amené à partager avec quelqu'un, chaque moment que la vie nous offre, il faut l'apprécier, le savourer à sa juste valeur, ne pas le banaliser, parce que la vie passe vite et parce que la vie est tellement belle qu'il faut savoir la vivre pleinement. Je suis d'accord. Et vous savez, quand on dit régulièrement que c'est notre maison, on ne le dit pas justement parce qu'on est à l'aise, on se permet de faire des choses parce qu'on est chez soi. C'est plutôt le contraire, c'est vraiment le respect qu'on a de notre chez soi et de tous les souvenirs qu'on a pu y bâtir. Et c'est vraiment le côté un peu respectueux et le côté un peu solennel du terme, en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'on est à la maison. C'est vraiment, on est dans un endroit où on a tous nos valeurs et tous nos repères, en fait. C'est pas ce côté assez informel où je suis chez moi, je fais ce que je veux. Non, c'est plutôt même le contraire. Je sais moi, je suis garant de... C'est ici que tu as appris à faire de ton chez-toi l'endroit que tu respectes le plus, finalement. Et c'est vrai qu'en arrivant, moi, ça fait 17 ans que je n'ai pas mis les pieds à Clairefontaine. Et de revenir ici, de vous entendre parler, de discuter avec Gara, d'être avec mes pensionnaires, mes amis et co-hosts et surtout ex-coéquipiers, je réalise surtout parce que vous dites qu'on nous a appris des valeurs, mais dans le fond, on nous a appris à réfléchir, à penser et à comprendre. Et là, depuis tout à l'heure, ça fume dans mon cerveau. Je me dis, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Et je me dis, mais j'ai l'explication juste là à ma droite. Et c'est assez fort parce que on m'a souvent dit dans ma carrière, t'es intelligent. T'es intelligent comme joueur. Tu vois des choses. Comment t'es devenu? L'explication, elle est là. On nous a donné le ballon. Il faut respecter le ballon, il faut respecter son environnement. Et à travers des valeurs, on se donne la possibilité de comprendre beaucoup plus. Donc moi, c'est mon petit monologue à moi, mais c'est vrai. Tu as raison, Quentin. Et en plus de cela, l'un des axes ou l'une des orientations aussi qui a toujours été celle de l'INF, c'est de rendre le joueur acteur de sa formation, acteur de ce qu'il fait. Je disais tout à l'heure, ne pas être consommateur, ne pas être spectateur, ne pas être passif. C'est être acteur, c'est être actif. Et c'est avoir effectivement ce côté curieux, éveillé, surtout sur le football, sur la vie en général, qui nous permettra d'appréhender le mieux possible tout ce que la vie est amenée à nous offrir. Je vous ai trouvé par contre très sage, je vous ai trouvé très posé, je vous ai trouvé très... On est des pères de famille. C'est presque solennel et très religieux ce moment. Hein ?
C'est pas habituel, hein. Oui, Sincèrement, c'est vrai, c'est pas c'est pas habituel. Normalement, on monte dans les aigus. C'est surtout ça, du coup, que c'est bien. Non, j'ai été très. Mais tu sais ce qu'on dit en anglais, c'est que le silence vaut de l'or quand on n'a rien de mieux à dire. Des fois aussi, faut savoir écouter. Et la beauté, les silences ont la beauté des mots qu'ils suggèrent. Les silences ont la beauté des mots qu'ils suggèrent. Oh là là, mais On va comment noter, je vais. on va noter. Comment va je vais noter. bien dans les conférences et tout. Genre, je vais sortir toutes les phrases. Je vais mettre Dixit quand même, tu vois. Oui, Dixit, c'est mieux. Dixit, Monsieur Franck Ravio. Non, mais on a été sages parce qu'on a écouté. Vous nous avez appris à écouter. On parle pas en même temps que quelqu'un, même si des fois on s'est coupé. On a été, ouais, franchement, éduqués comme ça. Donc, honnêtement, dès que on est en votre présence, on peut pas faire les fous. Ah bon? Non, on peut pas faire les fous. C'est antinomique, c'est... Non, c'est- non, Ah, non, 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 en attends. tout cas, par respect, en tout cas, je ne peux pas. C'est automatique, c'est un peu comme ouais, quand je vois mon aîné, un parent, et c'est pas être hypocrite que de ne pas être soi-même. Pour moi, ça fait partie de nous, que c'est notre manière aussi de donner un certain respect. On va rigoler, on a un certain âge aujourd'hui, on a tous grandi, et on est des pères de famille, tout ce temps qu'on est, mais on reste des enfants. Et pour moi, pas dire que vous restez notre papa, mais vous restez notre, comment on va dire ça? Es-tu plus respectueux aujourd'hui que tu ne l'étais hier quand tu étais à l'INF? Aujourd'hui, j'ai moins peur, déjà. C'est différent. Non. Mon éducation m'a permis d'être le même au niveau du respect, parce qu'il y a des choses on évitait, pas pour les mêmes raisons. Même si Aujourd'hui- tu étais coquin parfois. Bien sûr, c'est normal, je le suis toujours Après, aujourd'hui. il fallait que jeunesse se fasse. Il fallait je que pense jeunesse que- se fasse. Mais quand même, c'est grâce à vous que on a des muscles comme ça, on a beaucoup pompé. Vous savez, d'ailleurs, nous aussi, on a une petite anecdote par rapport à ça. Je ne sais pas si tu étais avec moi ou Quentin. Un jour, on était avec Abou Dhabi, Emile Saïef et Olivier Encia. Et M. Dussault nous appelait la fine équipe. Vous deviez le savoir. Toujours un peu les mêmes qui faisaient un peu pas le bordel, mais voilà, quelques petites bêtises, notamment à l'école. Et une fois, on avait décidé d'aller voir M. Dussault pour nous excuser. Parce qu'on avait fait, je ne sais pas, encore une bêtise. Et on l'a senti vraiment exaspéré. On l'a vraiment senti assez las, assez déçu surtout. Il ne nous a pas spécialement grondé, mais il a montré une forme de lassitude. Donc on s'est dit avec Abou et Elmi, tout ça, bon, venez après l'entraînement, on va voir M. Dussault pour s'excuser. Bon, Gara, je pense qu'il était là aussi. Gara, c'est sûr qu'il était là. Et pour le coup, on va voir M. Dussault dans sa chambre, on va le voir et on se dit, monsieur, bon, tenez à nous excuser par rapport à ce qu'on a fait précédemment. On va faire en sorte que ça ne se reproduise plus, etc. Et il nous a dit, mais moi, je sais que vous êtes des enfants respectueux. Je sais déjà que vous êtes des bons garçons. C'est juste que moi, en fait, je pense aux autres. Parce que vous allez devenir professionnel. Toi, Abou, tu vas devenir professionnel. Mais pense aux autres. Pense à un tel qui ne sera pas professionnel. Donc, et un comportement qui fait que tu sois justement exemplaire et respectable. Et franchement, tu nous as mis une baffe. Et en fait, c'était la première fois qu'il ne nous grondait pas, et c'était une de ses premières leçons. Et pour le coup, quand on reçoit justement ce genre de conseils ou de leçons à 14-15 ans, ça marque. Et je pense que c'est ça, en fait, quand on parle d'ancrage, quand on parle de paroles qui restent, c'est ça, en fait. C'est tous ces genres de choses qu'on a eues ici avec La Fontaine, que ce soit de vous, de M. Merel, M. Francisco, M. Dussault, c'est ça, en fait. Et ça nous a construit en tant qu'hommes. Exactement cela, et c'est l'occasion pour envoyer une pensée affectueuse à M. Dussault, à M. Francisco, à M. Merel, qui ont jalonné une partie de nos vies, de votre vie, de la mienne également, et qui resteront des personnes pour toujours très très importantes. Mais vous vieillissez pas, monsieur Revion. C'est bien encore. Hein. Ça frappe toujours aussi fort? Écoute, il faut s'entretenir, tu sais, il faut s'entretenir, il faut faire attention à soi, il faut bien manger, bien s'hydrater, bien dormir. Faire du gainage?
faire du gainage, il faut faire du yoga, il faut Du pilate. faire du vélo, il faut s'entretenir. Mais vous êtes encore jeune. Vous. Mais vous verrez, il va y avoir la bascule des 40 et après la bascule des 50. Faire attention les bascules. Parce que les bascules, c'est pas uniquement la bascule sur laquelle on monte pour vérifier son poids, c'est aussi voilà, Les sensations. des sensations, des changements. Mais vous êtes bien, je vous invite à rester bien le plus longtemps possible parce que vous avez encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de belles choses à dire et à exprimer à travers ce fameux ballon main-corps qui résonne encore aujourd'hui, qui a résonné hier un petit peu comme d'autres choses. Mais Vous le dites encore, ballon main corps au pensionnaire? oui, forcément, parce que Attends, ça sera pour que la fin. c'est une image qui, ce sont des mots qui peuvent être illustrés très facilement, et puis c'est un moyen mémotechnique aussi. C'est évident. Donc ce sont encore des mots qui résonnent. Il faut jamais occulter une chose, c'est que un éducateur, un formateur, ce qu'il dit, c'est pour le bien et pour l'intérêt du jeune joueur. Et lorsque l'on est jeune, parfois on ne le perçoit pas trop. Parfois, on accepte mal les remarques et on considère une remarque comme une critique, comme une attaque. Et c'était Quentin hier avec ses camarades gardien de but de promotion, c'en a été d'autres par la suite, mais voilà, ça restera toujours un regard attendrissant et de profonde sympathie et de grande estime pour Quentin et pour tous ces jeunes petits gardiens devenus grands et devenus des hommes. On va couler l'alarme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Première fois, et ne vous habituez pas trop à ça, que tu vois, je suis pas aussi loquace que d'habitude, parce que là, aujourd'hui, c'était spécial. Donc, dans ce lieu spécial, un invité spécial. Pour ceux d'entre vous qui ne saviez pas réellement, parce que vous avez eu la flemme d'aller regarder le premier épisode où on expliquait la genèse de Ballon Main-Corps, en exclusivité aujourd'hui dans un endroit... Quoi? Sacro-saint? Sacro-saint. Sacro-saint. Un lieu sacro-saint, un endroit sacro-saint, un lieu sacro-saint. On a eu le privilège, la chance, et pour nous, même Quentin et sa grosse tête, franchement, il n'y a pas eu grand-chose, vous avez vu. Mais c'était extraordinaire. Et je vais vous demander une dernière chose, monsieur, vous êtes obligé de toute façon, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous faire en direct Quentin, monsieur Westberg, ballon, main, corps, avec la voix comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Comme sur le terrain. Les ballons, les mains, le corps. Ah oui. Comme sur le terrain, il y a plus de 20 ans. Quentin, n'oublie pas, ballon, main, corps. Ballon, main, corps. Vous savez quoi? Abonnez-vous. C'était Ballon, main, corps, je le dis pas bien. On se voit la semaine prochaine. Vraiment, merci, beaucoup d'amour. Abonnez-vous. Merci à toute la team. Merci à Louis. Merci au petit Issa. Merci à Mohamed. Merci à Quentin et toute son équipe. Merci à l'INF Clairefontaine, cette institution, la confrérie. Et merci au gardien du temple, monsieur Franck Raviot. On est ensemble. À la semaine prochaine. Q. One love.